Monsieur l'ambassadeur. Je reprends ça. Un tout grand merci de ma part aussi pour votre participation aujourd'hui. C'est un peu spontané, mais on est content de pouvoir compter sur vous pour la participation à cet après-midi européen. Ça tombe, je crois, aussi bien de vous avoir avec nous, vu que nos téléspectateurs, téléspectatrices auront peut-être noté que vous êtes partout dans les médias aujourd'hui, dans Le Temps et dans la presse alémanique aussi, ainsi que dans la Corriere della Sera, Ticino, exactement. Donc, tout ça pour, ou plutôt à l'occasion de la Journée de l'Europe de demain. Et c'est aussi à cette occasion qu'on est là cet après-midi à Berne pour parler d'Europe. Naturellement, on parlera aussi des relations Suisse-Europe. Mais pour nous, au mouvement européen, c'est aussi important de prendre le temps de discuter de ce qui se passe en dehors de nos frontières, dans cet espace qui est le nôtre, le continent européen, et pas uniquement de se concentrer sur les détails techniques, juridiques d'un accord qui, je l'espère, n'est pas encore tout à fait mort. On y reviendra peut-être. Mais voilà, peut-être quelques mots sur votre personne pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc, vous êtes né à Athènes, vous avez une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Strasbourg, vous avez été en poste à Bruxelles durant de longues années au sein des institutions et vous êtes à Berne en tant qu'ambassadeur auprès de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein depuis septembre dernier, sauf erreur. Donc, voilà, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je mentionne aussi Janina Eberhardt, ma collègue, est là pour prendre les questions du public. Donc, n'hésitez pas chez vous, dans la fonction de discussion, le chat, de poser vos questions et on tâchera d'en reprendre quelques-unes et de les poser à Monsieur l'ambassadeur. Mais j'aurais souhaité démarrer avec peut-être une question personnelle sur l'Europe. Si vous aviez à nous partager, demain c'est la journée de l'Europe, à nous partager une expérience, un vécu particulier qui pour vous illustre votre part d'identité européenne, ça serait laquelle? Ça serait quoi? Eh bien, merci Raphaël, merci Janina, merci à vous tous de m'avoir invité tout d'abord et de vous joindre à nous. C'est un plaisir de partager ce moment avec des Européens convaincus en Suisse. Depuis mon arrivée il y a 8 mois, je n'avais pas encore vu autant de drapeaux européens, de symboles européens réunis dans une salle. Donc c'est pour moi quelque chose qui me touche profondément. Je suis ravi d'être ici. Je regrette évidemment que ma collègue, l'ambassadrice Plasnik, n'ait pas pu venir. Elle est légèrement malade et donc de ce fait ne pouvait pas se joindre à nous, chose qu'elle regrette beaucoup, mais elle m'a chargé de transmettre ses chaleureuses salutations. Mais alors, justement, vous me posez une question, qu'est-ce qui représente un peu l'Europe et le fait de travailler pour l'Europe? C'est un peu ça. Les États membres, les institutions européennes, le représentant de l'Union européenne que je suis, nous sommes une équipe. Nous travaillons ensemble pour le bien commun et nous parlons d'une seule voix. Nous parlons souvent différentes langues. Nous avons chacun une vision qui est légèrement différente parce que même si nous sommes tous dans la même salle, nous sommes par exemple, situés à un endroit différent, donc nous voyons les choses un peu différemment, mais nous travaillons ensemble. Et puis, si je peux raconter une anecdote, il y a des années, j'étais responsable des relations entre l'Union européenne et l'Amérique centrale. Et à l'époque, nous avons négocié avec succès un accord de coopération. Et alors, j'étais chargé de négocier la partie dialogue politique et coopération. Mes collègues du service de la DG Commerce négociaient la partie commerciale. Mais alors, nous avions des sessions de négociation qui avaient lieu soit en Amérique centrale, soit en Europe. Et nous, notre équipe était composée
de différentes nationalités, de pratiquement toutes les nationalités de l'Union européenne. Chacun avait son dossier, nous avions un négociateur, nous négocions avec notre parti. Et l'autre partie que nous essayons d'encourager, d'avancer sur la voie de son intégration, parce que ce sont des petits pays qui, pris isolément, ont beaucoup de mal à peser, et donc même comme marché, il n'était pas intéressant pour nous pris isolément, mais eux, par contre, avaient un représentant par nationalité autour de la table, et lorsque l'on négociait avec eux, ils n'étaient pas capables, pas parce qu'ils étaient incapables, mais parce que leur procédure était telle, et chacun défendait sa souveraineté, de décider s'il fallait changer une virgule, il fallait faire une pause, ils devaient se mettre d'accord à l'unanimité, chacun pouvait bloquer, et ça n'avançait pas. On attendait parfois des heures et des heures pour savoir s'ils accepteraient un libellé alternatif d'un paragraphe, ils devaient consulter leur capital, ça n'avançait pas. Et donc je me disais, qu'est-ce qu'on est plus efficace quand on a un négociateur qui parle au nom de tout le monde. On a un mandat de nos États membres que nous mettons en œuvre. Nous débriefons les États membres après chaque séance de négociation et une fois que le résultat est négocié, il va au Conseil qui approuve ou qui n'approuve pas. Donc, je dirais que c'est une anecdote qui démontre qu'ensemble, unis, parlant d'une seule voix, nous sommes plus forts, nous sommes plus efficaces et nous comptons sur la scène internationale. D'ailleurs, la preuve en est, dans tous les domaines de ce que l'on appelle le premier pilier, les thématiques communautaires, où les décisions se prennent à la majorité qualifiée, où la Commission négocie au nom de l'ensemble, des 27, nous sommes une grande puissance. Nous sommes, en matière commerciale, l'égal des États-Unis, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres matières qui n'ont pas ou pas encore été communautarisés. Donc voilà un exemple pour répondre à votre question et entamer un peu cette discussion. Merci. Peut-être une question, on mentionnait la journée de l'Europe, demain, 9 mai. C'est aussi demain, à l'occasion de cette journée, qu'officiellement, sauf erreur, si mes informations sont bonnes, cette conférence sur l'avenir de l'Europe sera inaugurée. Il y a donc un processus qui a été initié par les institutions pour, en tout cas, ouvrir la discussion sur de possibles réformes, ou en tout cas d'essayer d'écouter les citoyennes et citoyens, leurs attentes par rapport à l'UE. Donc, un moment qui, selon qui et selon quoi, pourrait aboutir sur des avancées aussi. Il y a cet aspect-là. Vous avez mentionné l'Europe, grande puissance en matière économique, mais on a naturellement aussi les thématiques qui nous concernent, de l'environnement du digital qui touche de plein fouet l'Union européenne. Elle y travaille, Green New Deal. Le regard que vous portez sur l'état de l'UE aujourd'hui, son état de santé, il est lequel? Je dirais que l'Union européenne est un projet en devenir. C'est un chantier inachevé. Donc on peut dire que beaucoup a déjà été accompli. Et alors demain, le 9 mai, nous célébrons 71 ans depuis la déclaration Schuman. Ce visionnaire avec Jean Monnet qui a proposé de mettre en commun les ressources du charbon et de l'acier de la France et de l'Allemagne et de les gérer en commun afin d'empêcher et d'éviter à l'avenir que ces deux pays se fassent la guerre. Donc nous célébrons un projet de paix, et cette paix a duré sur le continent européen. Il n'y a plus eu de guerre entre la France et l'Allemagne, il n'y a plus eu aucune guerre entre États membres de l'Union européenne. Nous sommes passés de 6 à 9 à 12 à 15 à 27 États membres, avec un pas en arrière qui est que nous sommes passés de 28 à 27. On peut le regretter, mais ça... c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Au départ, l'intégration européenne, le projet européen portait sur le charbon et l'acier. Puis nous avons créé la communauté économique européenne qui consistait en un marché commun, le démantèlement des droits de douane et des contingents sur
la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des biens, des sujets qui ont avancé très très lentement au cours des 3 premières décennies. La construction européenne a connu un coup d'accélérateur dans les années 80 et dans les années 90. Et puis ensuite, on a achevé le marché intérieur, on a ajouté à ce marché intérieur la monnaie unique, est venu se greffer là-dessus Schengen et l'espace de libre circulation sans frontières et sans contrôle aux frontières, ce qui est quelque chose de considérable pour tous les citoyens, une politique étrangère et de sécurité commune, une politique migratoire balbutiante, certes, mais quand même, donc de gros progrès. Moi, quand j'ai rejoint les institutions européennes, il y a plus de 30 ans, la politique étrangère et de sécurité commune n'existait pas. Le seul sujet de politique étrangère, entre guillemets, dont on pouvait parfois discuter, c'était des sanctions. Et encore, le seul pays que l'on sanctionnait à l'époque, c'était l'Afrique du Sud de l'apartheid. Ces discussions se faisaient uniquement dans les capitales, pareil pour les questions de coopération policière, les questions de migration. Et donc, même si on n'a pas une politique étrangère unique à ce stade, parce qu'on n'en est pas encore arrivé là, on n'a pas une politique de défense non plus, on a certes fait des avancées dans le domaine de la sécurité et de la défense, des pas en avant ont été accomplis. Nous avons été confrontés à des crises majeures ces dernières années, la crise financière bien entendu, maintenant la crise du Covid, mais nous y avons fait face, ou nous y faisons face. Qui eût cru, il y a 1 an encore, que les États membres accepteraient à l'unanimité de mutualiser des dettes à hauteur, je le rappelle, de 750 milliards d'euros. C'est quand même un signal fort, un signal clair de confiance dans ce projet commun et dans le fait que nous concevons notre avenir ensemble. Alors, nous avons réussi aussi, entre-temps, à unifier une très grande partie de l'Europe, d'ouest en est et du nord au sud, ce qui, à l'époque, n'était pas évident. Jusqu'en 1989, si vous aviez parlé d'une adhésion de la Pologne, de la Hongrie ou encore plus de la Lituanie à l'Union européenne, on vous aurait sans doute pris pour fou. Quand moi j'étais enfant, mon pays a connu la dictature, il en va de même pour l'Espagne, le Portugal, et nous n'étions à ce titre pas éligibles. Donc, que de chemin parcouru, que d'avancées positives pour l'Europe et ses citoyens. Mais bien entendu, il reste des choses à faire, c'est un projet inachevé, et pour cela, nous devons tous ensemble, les institutions européennes, mais les citoyens, sans le soutien desquels nous ne sommes rien, et surtout la jeune génération, travailler ensemble afin de faire une Europe meilleure pour nos citoyens. Peut-être une question, puis après on regardera si le public en a. Vous avez mentionné la solidarité. Moi, je voulais encore souligner, mon impression, l'introduction de l'euro, c'était quelque chose de très concret, de tangible pour les citoyennes et citoyens. Ils l'ont vu dans leur porte-monnaie, ils n'ont pas pu y échapper. Et ça, c'était autour des années 2000, c'est juste. Mais depuis, l'Europe ou l'UE a traversé des crises qui ne sont pas négligeables, notamment, vous avez la nationalité grecque aussi, la crise financière et la situation compliquée avec la Grèce à ce niveau-là, le manque de solidarité au niveau européen dans ce contexte-là, la crise migratoire. Vous avez l'impression qu'au niveau européen, on a appris de ces crises et qu'aujourd'hui, on est en mesure d'être plus solidaire? Est-ce qu'on est conscient qu'il faut peut-être de nouveau quelque chose de concret dans le domaine social, selon quoi aussi, pour redonner aux citoyennes, citoyens l'envie de porter ce projet-là? Et dernière petite note, il y a justement, je crois, la présidence portugaise actuelle qui a un sommet social prévu à Porto. Est-ce que ça, c'est un pas dans cette direction?
peut-être une réaction à ce sujet-là? Oui, merci Raphaël, ça fait pas mal de questions, alors je vais essayer d'y répondre à condition de m'en souvenir. Je crois qu'on a effectivement beaucoup appris de la crise grecque et c'est ce qui explique que dans la crise de la pandémie du Covid, on a réagi de façon beaucoup plus rapide et de façon plus solidaire encore. Bien qu'étant grec, je vais quand même nuancer un peu ce que vous avez dit sur le manque de solidarité, parce que je pense qu'il y a eu de la solidarité, y compris vis-à-vis de la Grèce. Il faut savoir que des pays bien plus pauvres que la Grèce s'endettent à des taux plus élevés pour prêter de l'argent à la Grèce à des taux plus bas. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour eux, c'est de la solidarité parce que ça a un coût. Et ce sont des pays, je le souligne, plus pauvres que la Grèce. Le manque de solidarité, si vous voulez, il est facile à expliquer. Les décisions sont prises, là encore, à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement. Et les chefs d'État et de gouvernement, ils sont élus pour répondre aux besoins de leurs électeurs. Donc, les électeurs allemands, par exemple, n'avaient pas donné mandat à Mme Merkel pour débourser de l'argent du contribuable allemand pour aider les Grecs. Donc, c'est un sujet difficile, même si la solidarité, elle existe. La solidarité se manifeste quotidiennement par nos fonds structurels qui nous permettent d'aider au développement de nos États membres et surtout des régions les plus défavorisées, à hauteur de souvent jusqu'à 4% du PIB par an. On voit, dans mon pays en tout cas, mais dans d'autres pays, dans tous les États membres, des projets réalisés grâce au fonds du FEDER, des routes, des ponts, des infrastructures, des écoles, des théâtres. Donc la solidarité, elle existe. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Sans doute, mais vous savez, c'est une construction récente, l'Union européenne, et comme j'ai dit au départ, on a commencé par le charbon et l'acier, par l'économie. Les fonds structurels n'ont vu le jour que beaucoup plus tard, dans les années 80, à l'époque de Jacques Delors et l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. La politique sociale aussi, ce qui a suscité beaucoup de résistance et beaucoup de méfiance, surtout de la part d'un État membre qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais également d'autres. Et c'est pourquoi je comprends parfois les réticences en Suisse quand on parle de libre circulation des personnes ou de niveau des salaires. Ce sont des sujets dont on a discuté et dont on débat encore dans l'Union européenne depuis des décennies. Ce sont des sujets difficiles parce qu'ils touchent au portefeuille des travailleurs, souvent de gens qui sont, comment dirais-je, de conditions relativement modestes. Et il est certain que personne n'a envie d'affecter négativement les travailleurs de son pays. Donc nous pouvons comprendre les inquiétudes et nous avons l'habitude d'essayer de trouver des solutions, des garde-fous, des protections lorsque des problèmes apparaissent ou sont susceptibles d'apparaître. Donc pour conclure, l'Europe sociale est très importante. Je me félicite de ce sommet social organisé à Porto. Malheureusement, pour cause de pandémie, il est aussi en partie virtuel. C'est dommage parce que le Portugal est un beau pays, un pays très accueillant et certainement que tous les représentants du monde politique et du travail et de l'économie qui s'y seraient retrouvés auraient été émerveillés. Merci. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions? Ja, wir haben aktuell 2 Fragen erhalten. Alors allons-y et puis on retrouvera notre chemin en fonction des questions. Peut-être une première. Gut, die erste Frage, wie Sie das sehen, Herr Mavromikalis, ob denn die Schweiz nicht in der Lage ist, ihrem Verhandlungsführer und der Verhandlungsführerin ein klares Mandat zu erteilen, damit ein Ergebnis erzielt werden kann, auch wenn das bedeuten würde, dass die zuständigen politischen Gremien, dem Bundesrat oder dem Parlament, stärker einbeziehen oder auch, dass es dann zu einer Volksabstimmung kommen würde.
Je peux répondre en français? Absolument, Oui. absolument. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais vous dites que le mandat n'est pas clair et il faudrait peut-être impliquer le Parlement et le peuple. Bien, moi je n'ai pas l'impression à ce stade qu'il s'agisse d'un mandat peu clair. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que le mandat est clair. Il est, comment dirais-je, il va bien au-delà de ce à quoi nous nous attendions et ce sur quoi nous étions disposés à discuter. Je rappelle que ces négociations ont été conclues il y a 2 ans et demi, qu'elles ont duré longtemps, que nous n'avons pas négocié tout seuls, qu'on n'est pas en présence d'une première proposition de l'Union européenne à la Suisse. C'est un compromis négocié où nous avons de notre côté fait de nombreuses concessions. L'accord ne porte que sur 5 parmi nos plus de 120 accords existants. On parle d'adaptation dynamique et non pas automatique de l'acquis. Un délai de 3 ans est concédé à la Suisse pour tenir compte de ces contraintes constitutionnelles. Dans le cas où il y aurait un refus référendaire, on accepte cela aussi. Et il y aurait simplement le besoin d'offrir une compensation. On a créé un tribunal paritaire, un tribunal arbitral ad hoc, parce que la Suisse ne voulait pas que la Cour européenne de justice soit celle qui arbitre les conflits entre les 2 parties. Pour les aides d'État, là encore, on a un mécanisme à 2 étapes où la Suisse contrôle ses propres aides d'État. Donc, franchement, on a été très loin. Et d'ailleurs, cela a été reconnu à l'époque par la partie suisse qui a déclaré sa satisfaction et a déclaré avoir atteint 95% de ses objectifs. Ensuite, après une période de silence, nous avons reçu une lettre du président de l'époque, Maurer, qui disait que certains points devaient être clarifiés. Et maintenant, il apparaît que, en guise de clarification, on demande pratiquement de supprimer, de retirer du champ d'application de l'accord une très grosse partie de la libre circulation des personnes. Alors, ce n'est pas acceptable pour nous, ni sur le fond, ni sur la forme, même si, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes disposés à essayer d'aider nos partenaires suisses à trouver une solution sur les préoccupations légitimes qui sont les leurs. Mais nous aussi, nous avons des citoyens à défendre qui comptent pour nous, et donc nous ne sommes pas disposés à conclure un accord à n'importe quel prix. Une dernière chose, j'entends parfois ici et là certains qui disent « nous avons déjà fait des concessions en acceptant la dynamisation, l'adaptation dynamique de l'acquis et le fait que la Cour de justice jouerait un rôle ». Mais moi, je pose la question inverse. Si on enlève ces 2 points, que resterait-il dans cet accord? Pourquoi faire un accord de notre point de vue? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Peut-être une question. L'UE est perçue en Suisse souvent comme étant intransigeante. Vous avez mentionné des concessions claires et apparentes de la part de l'UE sur ce dossier-là. Comment est-ce que vous expliquez qu'en Suisse, elle souffre de cette image qui, à vous écouter, n'est pas du tout celle qui reflète la réalité? J'ai du mal à l'expliquer, très franchement. J'ai du mal à l'expliquer. Je peux le comprendre et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Et je dois dire que des gens ou des partis politiques qui s'opposent férocement à l'Union européenne, nous en avons chez nous aussi. Donc ce phénomène ne m'est pas inconnu. Ce n'est pas quelque chose qui soit à proprement parler suisse. Il y a une partie de la classe politique qui considère que les institutions internationales, parce qu'elles sont éloignées, parce qu'elles sont en général composées d'étrangers, donc sont une menace. Mais franchement, je crois que pour gérer tous les défis auxquels nous sommes confrontés,
que ce soit le climat, la migration, le vieillissement de la population, les crises économiques, les pandémies, nous avons besoin de plus de collaboration, de plus de multilatéralisme. Le XXIe siècle est le siècle de l'interdépendance. Nous sommes tous interdépendants, même les pays les plus importants et les plus puissants ne peuvent pas en faire qu'à leur tête et ne vont rien obtenir s'ils ne collaborent pas avec les autres. Nous voyons cela tous les jours. Donc oui, je peux comprendre, nous sommes en démocratie, in fine, et chacun a le droit d'exprimer son opinion, mais moi je poserai une autre question. Quand est-ce que l'Union européenne a fait du mal à la Suisse? Quand est-ce que l'Union européenne a eu un acte hostile envers la Suisse? Je vous donne un exemple, l'histoire du secret bancaire. Pendant des années, nous avons demandé à la Suisse de changer ses lois parce que ça nous posait problème, puisque une grande partie des gens et des entreprises qui venaient se réfugier en Suisse étaient nos contribuables. La Suisse a toujours dit « nous sommes souverains, nous sommes indépendants ». Puis il y a un autre pays qui n'est pas particulièrement hostile, qui est arrivé, qui a collé une amende de 16 milliards de dollars à une grande banque suisse. Et la souveraineté, elle était où? Et l'indépendance, alors, est-ce que c'est l'Union européenne? C'est un exemple. Mais nous, je crois, nous avons toujours eu un comportement de bons voisins avec la Suisse, parce que pour nous, la Suisse est un partenaire important, est un bon voisin, et je dirais même plus que la Suisse n'est plus qu'un bon voisin, la Suisse fait partie de la famille. C'est un membre de la famille qui a décidé de ne pas vivre dans la maison commune, c'est son droit, nous sommes en démocratie, mais c'est un pays dont nous sommes infiniment proches. Nous parlons les mêmes langues, nous partageons les mêmes valeurs. Vous êtes des Européens comme nous. Donc, cet accord cadre dont nous sommes en train de discuter, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas si vous voulez que j'en dise deux mots, sauf peut-être que tout a déjà été dit. On a adopté ce matin à l'Assemblée générale un appel pour qu'on le signe rapidement, cet accord clé. Nous, on l'appelle un accord clé, mais volontiers, si vous, en deux mots peut-être. C'est effectivement un accord clé. Mais alors, de quoi s'agit-il? Dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, les certitudes des uns et des autres se sont effondrées et nous nous sommes retrouvés face à une nouvelle réalité géopolitique en Europe. Et la Suisse, qui s'était soigneusement tenue à l'écart de toute alliance, organisation internationale, y compris des Nations Unies qui ont leur siège européen à Genève, a dû se repositionner. Et donc s'est posé la question de savoir si elle ne devait pas adhérer à l'Union européenne. À l'époque, nous avons proposé le projet d'espace économique européen qui était taillé sur mesure pour des pays comme la Suisse, mais également d'autres, la Finlande, la Suède, l'Autriche, qui tenaient farouchement à leur neutralité et à leur indépendance, mais étaient également très attachés à leur prospérité économique et souhaitaient donc profiter du grand marché que nous étions en train d'achever. Et donc, malheureusement, la Suisse a été le seul pays parmi ceux à qui cette offre a été faite qui l'a repoussée à une courte majorité, je crois à 50,3%. C'était en 1992. Mais comme la Suisse, à l'époque, était candidate à l'adhésion et qu'il y avait un intérêt des deux côtés de rester proches, nous avons proposé cette solution d'accord sectoriel que nous n'avons depuis proposé à personne et que nous ne reproposerons jamais parce que c'est quelque chose de très complexe et qui nous pose des tas de problèmes, afin de préparer la Suisse à l'adhésion et jusqu'à ce qu'advienne cette adhésion. Donc pour nous, et pour la Suisse aussi, pour ceux qui l'ont négocié à l'époque, ça devait être quelque chose de transitoire, qui devait durer 5, 10, 15 ans. 22 ans plus tard, nous y sommes encore, et ce qui nous pose problème, c'est que la Suisse peut, par le biais de ces accords sectoriels, participer pleinement
à de grands pans du marché intérieur, mais d'un autre côté, elle n'a pas d'obligation juridique stricte que nous puissions, comment dirais-je, qui soit sujette à une autorité juridictionnelle, de reprendre l'acquis dans ces domaines tels qu'il évolue. Donc la Suisse participe, mais elle peut se limiter aux règles telles qu'elles existaient en 1999, voire 2001, 2002. Or, notre législation évolue. Donc la Suisse garde ses droits, mais ses obligations, elles, sont constantes, alors que ses droits évoluent et augmentent. Et donc ça, ce n'est pas possible, raison pour laquelle nous avons négocié cet accord cadre. Donc j'ai parlé un peu de ce qu'il y avait dans cet accord cadre et des concessions qui ont été faites, mais c'est donc pour cela que nous en avons besoin pour consolider et poursuivre cette voie bilatérale. Janina. Genau, Sie haben vorhin schon mal kurz erwähnt, dass die europäischen Institutionen oft sehr weit entfernt scheinen. Und das ist auch eine Frage aus dem Publikum, die eingegangen ist. Die EU wird in der Schweiz oft als zentralistisches, also mit Föderalismus inkompatibles Projekt und die Brüsseler Kommission als bürokratisches Monster dargestellt. Wie erleben das die Mitgliedstaaten und ihre Bürger? Können Sie uns dazu etwas sagen? Bien, tout d'abord, l'Union européenne est éloignée. La Commission européenne ou les institutions européennes sont éloignées. Je veux bien, nous avons une union de 500 millions d'habitants. Il est difficile d'être proche de tout le monde. Nous ne sommes pas une municipalité de 5000 personnes. Ceci étant, nous avons des instances démocratiquement élues, qu'il s'agisse du Parlement directement, qui représente eux les citoyens. Donc chaque citoyen devrait savoir qui sont ses députés ou son député européen, et des commissaires qui sont indirectement élus par le Conseil des ministres à l'unanimité. Les décisions les plus importantes sont prises par les ministres qui, eux aussi, sont démocratiquement élus. Alors, la question dit c'est incompatible avec le fédéralisme, mais je signale quand même à cet auditeur que nous avons un certain nombre d'États fédéraux parmi nos États membres. L'Allemagne est un État fédéral, l'Autriche en est un autre, la Belgique aussi, et ces pays s'accommodent parfaitement de leur participation à l'Union européenne. Quant à la notion de monstre bureaucratique, les institutions européennes servent 460 millions de citoyens et comptent environ 30 000 fonctionnaires. C'est autant que la municipalité d'une ville moyenne en Europe. Je ne parle pas de Paris ou de Berlin. Donc, en parlant de monstre bureaucratique, on a vu mieux, ou plutôt on a vu pire. Est-ce qu'on a une autre question? Ein Moment. Genau, es gibt noch eine Frage, und zwar, was denken Sie, würde passieren von Seiten der EU, wenn die Schweiz jetzt ohne weitere Bedingungen die Kohäsionsmilliarde freigeben würde? Ihre Einschätzung dazu? Nous serions soulagés que la Suisse honore ses engagements. Nous avons toujours dit que c'était une condition sine qua non de la participation au marché intérieur de participer également aux politiques de solidarité. Donc la Suisse participe au marché intérieur, elle a versé une première contribution à la cohésion européenne qui a pris fin, si je ne m'abuse, en 2013, donc il y a 8 ans déjà, et depuis 8 ans, nous attendons que la Suisse honore cette obligation. Donc nous serions ravis de voir la Suisse honorer cette obligation, obligation qui, soit dite au passage, est bien modeste. La Norvège, qui est un pays plus petit que la Suisse et au PIB inférieur, mais qui de notre côté a un accès plus complet au marché intérieur par le biais de l'espace économique européen, débourse une contribution 4 fois plus importante que celle de la Suisse à l'époque où elle déboursait. Donc on parle d'un montant assez modeste, 1 milliard sur 10 ans
à répartir parmi 13 États membres. Vous vous rendez compte, on parle de quelque chose de vraiment qui est de l'ordre du symbolique. Mais là, en l'occurrence, le symbole, je trouve, ne fait pas honneur à la Suisse parce que c'est un symbole de refus de la solidarité vis-à-vis des autres. J'aimerais vous poser la question. J'ai une impression qu'avec si on en reste aux relations suisse-UE un instant encore, avec le Brexit, les États européens ont traversé une période qui les a, dans leur coopération, collaboration, profondément changé. Ils ont réalisé à quel point c'était important de tenir ensemble et ils l'ont fait. Et depuis, il y a eu un changement de paradigme au niveau européen dans les relations que l'Union européenne entretient avec des États tiers, comme on les appelle, comme en l'occurrence maintenant le Royaume-Uni, mais la Suisse. Est-ce que c'est, enfin ça c'est mon impression, et mon impression c'est que justement en Suisse, on n'a pas saisi cette évolution-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou que vous nuanceriez? Est-ce qu'on en est encore en Suisse à comprendre l'Europe et l'UE comme elle fonctionnait il y a 10 ans? Le Royaume-Uni a, comme vous l'avez dit, quitté l'Union européenne. La Suisse ne l'a jamais rejointe pour la quitter. Elle souhaite simplement avoir un arrangement qui soit le plus proche possible de ses intérêts, tous ses intérêts, avec le moins d'obligations possible. Et c'est sur ce point que la problématique rejoint celle du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a essayé dans un premier temps de renégocier les termes de sa participation à l'Union européenne, en disant plus ou moins, je caricature un peu, je simplifie, ce que dit aussi la Suisse, les marchandises, les capitaux, les services, tout ça est bel et bien. Mais alors, les gens qui viennent pour travailler chez nous, il y en a trop, on n'en veut plus, on veut reprendre le contrôle de nos frontières. Donc, on accepte une partie des 4 libertés, mais pas les autres. Alors, j'ouvre une parenthèse. Lorsque les pays d'Europe de l'Est ont rejoint l'Union européenne, on leur a imposé, on a négocié une période transitoire. C'est ce que nous faisons d'habitude. Donc, pendant 7 ans, les citoyens de ces pays ne pouvaient pas venir travailler librement dans les autres États membres. Le Royaume-Uni, de sa propre initiative, a refusé cette période transitoire. Le Royaume-Uni, et je crois qu'il y avait 2 autres pays, l'Irlande et le Danemark, si je ne m'abuse, en disant que nous, ça nous intéresse qu'ils viennent, venez, ça va faire croître notre économie. C'est bon pour la croissance, c'est bon pour l'économie. Ce qui est parfaitement défendable, je ne critique pas. Mais c'est ce qui explique que les flux ont été plus importants au Royaume-Uni qu'ailleurs, ceci plus le fait que l'économie à l'époque connaissait une forte croissance. Et après, donc on s'est basé là-dessus pour dire il y en a trop, nous sommes envahis, on n'est plus chez nous, on doit reprendre le contrôle. Take back control, ça c'était l'argument. Donc tout ceci a quand même des relents de populisme. On a essayé d'accommoder les demandes des Britanniques, mais ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils auraient voulu, loin de là, parce qu'ils demandaient beaucoup. Et c'est là où je vois quelques points communs. Donc, quand on a dit et redit en public que si je n'obtiens pas ce que je veux, je proposerai au peuple de voter non, et qu'après on obtient quelque chose et on dit il faut absolument voter oui, sinon ça va être la catastrophe, quelle est la crédibilité vis-à-vis de sa population quand on a joué avec le feu? Donc, M. Cameron, pour ne pas le citer, a perdu le référendum, son pays a quitté l'Union européenne et il a perdu son poste de Premier ministre le lendemain. Donc il aura in fine tout perdu parce qu'il avait joué avec le feu. Et cet épisode a servi à souder l'Union européenne parce que par la suite, dans les négociations pour la sortie, le Royaume-Uni a continué à jouer de cette stratégie. Écoutez, c'est très bien, les choses marchent très bien, on est très bien ensemble, on va juste enlever certaines choses qui nous gênent et garder le reste. Donc, pick and choose.
Rosinenpickerei, comme on dit en allemand, vouloir le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la laitière. Eh bien, ça, malheureusement, ça ne marche pas. Et heureusement, les États membres l'ont compris. Ils l'ont tous compris. Et la réponse a été non. On ne va pas vous laisser choisir ce que vous voulez et avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on a mis les Britanniques face à leur choix. Des choix qui étaient évidents, qu'ils les connaissaient, puisqu'ils ont participé à l'élaboration de notre politique commerciale et étrangère pendant des décennies. Donc, nous avons des accords de libre-échange avec certains pays, nous avons des accords d'association avec d'autres. En général, selon la géographie des pays, la nature des accords est différente. Il y a des pays qui participent à l'espace économique européen. Il y en a un autre qui a une union douanière avec nous. Mais chacun de ces modèles comporte des droits et des obligations. Et donc les Britanniques ont dit, nous ne voulons pas de la Cour européenne de justice. Donc déjà ça les mettait en dehors du marché intérieur, puisque la Cour européenne de justice a le monopole pour l'interprétation de la législation communautaire. Nous ne voulons pas de participation au budget communautaire, donc pas d'espace économique européen. Nous ne voulons pas de libre circulation des personnes, pas d'espace économique européen non plus. Nous voulons notre propre politique commerciale, donc pas d'union douanière. Donc que reste-t-il? Un accord de libre-échange. Donc un accord de libre-échange, c'est ce que nous avons négocié, c'est ce qu'ils ont eu, et donc ce qui fait que nous n'avons pas introduit de part et d'autre de droits de douane ou de contingents, de restrictions tarifaires, mais il faut savoir que dans le commerce moderne aujourd'hui, ce sont des obstacles relativement mineurs. Il y a toute une série d'autres obstacles, de la certification, de la reconnaissance des normes, de la reconnaissance des autorités vétérinaires, sanitaires, phytosanitaires, etc., qui font que les marchandises circulent plus ou moins librement. Ça vaut pour le Royaume-Uni, mais ça vaut plus encore que la Suisse, qui n'est pas séparée du reste du continent par un bras de mer. Donc ici, chez vous, on peut passer la frontière à pied tous les jours. Et les entreprises le font. Moi, j'ai rencontré des entreprises qui font une partie des processus ici. Ensuite, la marchandise va en Allemagne ou en France pour subir une autre transformation parce que c'est plus intéressant. Elle revient, etc., etc. Et tout cela, si la Suisse ne faisait pas partie du marché intérieur, deviendrait soit impossible, soit infiniment plus coûteux, plus complexe et plus lent. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, depuis le début de l'année, les exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne ont chuté, je crois, de 40%. C'est quand même assez considérable. Personne n'en parle parce qu'on a 125 000 morts du Covid et qu'il y a donc des sujets plus importants ou plus chauds à traiter, mais ça ne peut quand même pas être qualifié de succès. Et les Suisses qui savent compter ont fait leur compte en 2015 et ont décidé que ce n'était pas une option pour la Suisse, l'accord de libre-échange, que la Suisse souhaite garder ce qu'elle a. Mais alors pour garder ce qu'elle a, il faut un mécanisme qui fasse en sorte qu'elle adopte les règles du marché intérieur, ce qu'on appelle en anglais le level playing field. Les Anglais n'en voulaient pas, ça a fait l'objet d'âpres négociations. Eh bien, je veux dire, la problématique est la même, elle est d'autant plus importante pour la Suisse que la Suisse, elle, participe au marché intérieur. Mais vous avez l'impression qu'en Suisse, on n'arrive pas ou on ne veut pas comprendre ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce qu'il y a une inaptitude ou une volonté active de ne pas vouloir comprendre, voir ça? Vous savez, ce que je vous explique maintenant, c'est des sujets qui intéressent quand même en règle générale dans le détail des spécialistes. Alors, je ne vais pas dire que je suis un spécialiste de la Suisse ou de son opinion publique. Je ne suis ici que depuis 8 mois à peine. Mais j'ai l'impression qu'il y a chez vous environ 25% de l'opinion publique, représentée par un parti politique surtout, qui font une crise d'urticaire dès qu'on leur parle de l'Union européenne. Ils détestent tout ce qui a à voir avec l'Union européenne. S'ils ne
pouvaient n'avoir aucune relation avec l'Union européenne, ça les arrangerait, même s'ils ne le disent pas aussi clairement que cela. Il y a 25% qui se sentent très proches de l'Union européenne et qui souhaiteraient même une adhésion à l'Union européenne, mais c'est aussi une minorité. Puis il y en a 50% qui balancent, qui vont ici ou là, et qui se disent on est très bien comme ça, si cet accord est dans l'intérêt de la Suisse, il faut le conclure, mais d'un autre côté, il y en a qui nous disent que c'est un accord colonialiste, qu'on a trop donné, que la Cour européenne de justice viendrait se mêler de nos affaires et nous dire ce que nous devons faire. Nous devrions obligatoirement accepter des lois et nous n'aurions aucune influence. Toutes des choses qui sont très approximatives et qui sont souvent des contre-vérités. Et ce qui fait que l'opinion publique est ambiguë. Mais je crois, encore faudrait-il qu'on l'informe correctement. Et moi, j'ai vu depuis 8 mois que je suis ici, vous avez souvent des votations et ça se passe plutôt bien. Les gens sont bien informés. Je dois dire que j'admire l'objectivité, en tout cas de la télévision publique. La documentation qui est distribuée par le Conseil fédéral est aussi d'une grande clarté et d'une grande objectivité. Donc il y aurait moyen d'expliquer le sujet aux gens et de les laisser décider. Cette phrase n'est pas de moi, mais je l'ai lue dans la presse à plusieurs reprises, des anciens conseillers fédéraux qui disent oui, l'accord cadre aurait un coût pour la Suisse en termes de perte de souveraineté, mais oui aussi, l'absence d'accord cadre et l'érosion des bilatérales auraient aussi un coût très important en termes de perte de prospérité, un coût économique. Donc voilà, les amis, il faut jouer carte sur table, c'est à vous de décider. Nous n'imposons rien, la Suisse est souveraine, mais nous le sommes tout autant. Et nous avons dit que cet arrangement ne nous convient pas. Donc, à bon entendeur, salut. Une toute dernière question, avec une brève réponse avant le mot de la fin peut-être. Est-ce qu'il y en a encore une? Ja, ich habe da noch eine spannende Frage von einem jungen Student, der sich zu 100% europäisch fühlt, wie er schreibt, und der die Schweiz als Teil der europäischen Familie betrachtet. Er stellt die Frage, wie kann die EU direkt demokratischer werden und der direkte Einfluss der Bevölkerung vergrößert werden? Eh bien, je dirais à ce jeune étudiant que c'est un processus en cours depuis de longues années déjà. Nous avons un Parlement européen qui est co-législateur, qui doit donner son assentiment, qui doit voter l'ensemble de nos lois. Ce Parlement européen qui, jusqu'en 1979, était élu par les parlements nationaux, donc il était déjà une émanation de la volonté populaire, est élu directement au suffrage universel. Donc le Parlement européen représente les peuples et la volonté populaire, et nous sommes une construction démocratique. Simplement, nous sommes une démocratie, si vous voulez, au niveau du Parlement européen, mais au niveau du Conseil, qui est l'autre bras législatif, c'est également une démocratie, puisque, grâce à Dieu, tous nos ministres et tous nos gouvernements sont démocratiquement élus, mais c'est l'addition de plusieurs souverainetés. Donc vous avez parfois des gens qui disent moi je n'ai pas voté pour ça, et d'ailleurs mon gouvernement non plus, nous sommes mis en minorité. Mais ça, c'est les lois de la démocratie. Quand vous êtes dans un club, parfois on doit prendre des décisions avec lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Je ne sais pas si ici en Suisse, les cantons décident toujours à l'unanimité. Sans doute que non, dans les sujets qui sont du domaine fédéral. C'est un peu pareil. Donc, l'Union européenne est une construction démocratique. Les citoyens ont d'ailleurs le droit d'envoyer des pétitions aux institutions. Et j'invite ce jeune étudiant à venir nous rendre visite. Nous pourrons peut-être arranger un jour de lui faire visiter Bruxelles et les institutions européennes et de lui faire mieux connaître notre mode de fonctionnement. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure,
Et pour revenir à l'Europe et délaisser un peu les relations Suisse-UE, je pars du principe que pour vous, l'Europe, ça reste un projet d'avenir aussi. Et si peut-être en un court, bref exemple, vous deviez justement expliquer pourquoi l'UE, la construction européenne, la coopération au niveau européen est un projet d'avenir, ça serait lequel? Parce qu'en Suisse, j'ai l'impression qu'on est beaucoup trop dans le... On est soit trop concentré sur les relations Suisse-UE, soit sur le négatif, alors qu'il y a probablement, et puis vous le savez mieux que personne, bien des aspects. Je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les grands sujets qui nous préoccupent en ce moment, qu'il s'agisse du changement climatique, des flux migratoires, de la crise économique ou des pandémies, doivent être résolus ensemble. Aucun pays ne dispose à lui tout seul de tous les outils. L'Europe, en tant que continent, l'addition des différentes nations européennes représentait, il y a 100 ans, une très large partie de la population et une proportion encore plus large du PIB. Depuis, à cause de facteurs démographiques mais aussi économiques, l'émergence de pays en voie de développement, qui sont maintenant devenus riches et puissants, je pense notamment à la Chine, mais pas seulement, font que nous avons connu un déclin relatif. Quand je parle de déclin relatif, je veux dire que nous ne sommes plus prépondérants dans cette planète, sur cette planète. Donc ce n'est que si nous nous mettons ensemble que nous arriverons à quelque chose. Séparément, aucun de nos pays n'est à même d'influer de façon décisive sur le cours des affaires mondiales. Il y a 100 ans, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais également les Pays-Bas, la Belgique avaient des empires. C'était des puissances coloniales. Tout cela est terminé et aucun pays n'est capable de peser considérablement au niveau mondial. Par contre, ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes forts, nous sommes unis et nous pouvons défendre au mieux les intérêts de nos citoyens.